Dans ce discours inédit, l'excitateur nous fait une révélation. Seuls les idiots peuvent imaginer que ce qu'il raconte n'est pas vrai. Car il est évident que la confession lui est nécessaire pour faire la paix avec vous. Il vous prouvera que c'est une impardonnable bêtise de croire que la langue de bois sera son langage comme cela était autrefois. Il vous promet loyalement que ses secrets les plus ténébreux seront dévoilés. Bien qu'il existe toujours des citoyens abrutis qui pensent que l'on puisse prolonger la manipulation de l'opinion publique en sa faveur, depuis qu'il vit en exil, il fait tout pour que soient dénoncés les magouilles et le trafic d'influence. Il n'accepte en aucun cas que le peuple soit encore une fois victime de fausses propagandes. Il ira jusqu'au bout de ses mensonges, même si toute l'audience se précipitera en dehors du théâtre. Il aura la langue bien pendue jusqu'à ce que vous ayez compris qu'à partir de maintenant, l'excitateur n'a plus de secret pour vous. Rien. Rien à dire. Voilà 3 ans que je vous répète que je n'ai rien à dire. Comment pouvez-vous imaginer qu'il reste une personne, une seule, qui attend une révélation, ou même l'espère? En quoi une révélation peut-elle changer le monde? Moi, je ne crois qu'aux compliments. Je suis à la recherche d'un laudateur. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui se croit capable de me révéler à moi-même? J'aime les louanges. Ce sont les seules révélations qui m'intéressent. Ce qui me manque le plus dans mon exil, ce sont mes courtisans. Les courtisans sont les seuls créateurs que je vénère. Ils ne sont pas comme ces biographes ou ces journalistes qui ont besoin du talent des autres pour se faire distinguer. Si j'ai du mépris pour quelqu'un, c'est uniquement pour ceux qui font leur gloire de la chute des autres. Vous prétendez vouloir me faire parler. Vous prétendez vouloir me donner une chance de faire entendre ma voix, mais que c'est moi qui suis réticent. Eh bien, c'est faux. Ce qui vous attire, ce sont les mensonges. Moi, je n'ai plus le goût des mensonges. Moi, j'ai atteint l'âge de vérité. Marre d'une époque réduite au culte du mensonge plutôt qu'à la culture du vrai. Oh, mais c'est très bon ça c'est très très bon. Note-moi ça, toi, note-moi ça. Marre d'une époque réduite au culte du mensonge plutôt qu'à la culture du... Une époque réduite au culte du mensonge plutôt qu'à la culture du vrai. Toi, là-bas, tu vas m'applaudir à la fin, sinon t'es mort. Je vais vous expliquer l'art de gouverner en paix. Avant tout, il faut mettre tout le monde à l'œuvre. Tous doivent être à l'œuvre. Tous à l'œuvre. Auteurs, metteurs en scène, acteurs, clowns publicitaires, journalistes, hommes d'affaires, hommes politiques. Il faut que quelque chose se passe.
Quelque chose doit se passer, sinon la foule s'ennuie. Tous les jours, il faut inventer un jeu nouveau pour la distraire, pour la maintenir occupée, pour qu'elle ne fasse pas chier. Mal dire, mal faire les choses, créer de faux débats, lancer des histoires, un peu de suspense, c'est impératif. C'est comme ça qu'on maintient la foule occupée. On la maintient en simple spectateur gisant dans le silence ou bien s'agitant dans le bavardage. Tout le monde fait le pitre. Et surtout, ne me dites pas pourquoi. Le gain est le moteur de ce monde. Et vous allez devoir vous décider de soit vouloir faire fortune, soit vouloir changer le monde. Il est très peu probable que vous réussissiez à faire les deux en même temps. À moins que vous n'écriviez un manuel pratique pour détruire un pays, valable pour tous les pays du monde, mais chacun son tour. Vous, de toute façon, ce qu'il vous faut, ce n'est pas une révélation, mais une illumination. Moi, je n'ai jamais été aussi intrigué que par cet illuminé qui a osé pousser le mensonge aussi loin que possible, Monsieur Ferguson. Évidemment, vous n'en avez jamais entendu parler. Arthur Ferguson. Le seul dont je me souvienne qui est échappé à son destin. C'est de lui qu'on doit parler. De lui que doivent parler tous les manuels, dans toutes les écoles, tous les traités politiques. Mais hélas, l'histoire ne retient que les mauvais exemples. Et si elle retient les bons, la mémoire de la foule est ingrate et tordue. C'est bon, elle retiendra à peine les noms. Sinon, rien que les scandales. Pourquoi retenir de Napoléon Ier uniquement qu'il était homosexuel, misogyne et qu'il couchait avec ses sœurs? C'est ce que mon cuisinier ingrat a dit de moi. J'aurais dû le faire écorcher vif quand il était encore temps. Je vous défie qu'il y ait dans cette salle une personne, une seule, capable de citer un des raisonnements du grand général. L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de vaincre. Sacré général, n'est-ce pas plus judicieux à retenir? Vous, ce qui vous manque, c'est l'audace. Victime de vos illusions, vous imaginez pouvoir faire fortune ou gagner une petite notoriété en ébruitant mes secrets. Voilà ce que vous appelez de l'audace. Audacieux est celui qui a osé vendre le Big Ben pour 1000 livres, le Buckingham Palace pour 2000 livres et louer la Maison Blanche pour 100 000 $. Arthur Ferguson. Voilà un homme digne du succès. C'était un jour ordinaire en 1920. Lorsque Ferguson eut une idée extraordinaire, une illumination à Trafalgar Square. Face à un riche touriste qui contemplait avec admiration la célèbre colonne surmontée de la statue de Nelson, il décida de la lui vendre. Il s'improvisa en guide touristique et fit comprendre à son interlocuteur que l'Empire britannique, se trouvant dans l'impossibilité de payer ses dettes, avait décidé de céder la colonne, la statue, la fontaine et même les 4 lions encerclant la célèbre place de Londres pour 6 000 livres. 6 000 livres seulement, à une seule condition. L'acheteur devait se montrer digne de préserver ce bijou rare de la mémoire. « Deal !» s'écria le touriste, un Américain. L'Américain lui tint aussitôt un chèque contre un reçu et l'adresse d'une entreprise high quality, capable de démonter et de transporter le monument en toute sécurité et dans les plus brefs délais. Et c'est ainsi que Ferguson, qui s'était fait passer pour le chargé spécial dans cette affaire top secret, réussit à faire avaler l'hameçon à sa victime.
Ce fut le premier Américain, mais pas le dernier. Il faut quand même l'avouer, Ferguson a été parmi les tout premiers, ensemble avec moi évidemment, à avoir compris que les Américains, même si généralement on les considère comme les masters, les rois de la manipulation, au fond, il est relativement facile de les avoir à leur tour. Mais hélas, hélas, c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Là, vous ne savez pas non plus de qui c'est, hein. Évidemment. De Louis XIV, vous avez tout juste retenu le harem. Le roi promène ses 3 reines. Et puis, au meilleur, le style du mobilier. Ce n'est même pas certain. Ce fut un Australien de Sydney qui eut raison de Ferguson, notre génie, montrant quelque impatience parce que l'argent du client auquel il venait de vendre la statue de la liberté tardait à venir, éveilla les soupçons de ce dernier qui se rendit à la police de New York muni d'une photo le montrant lui-même et Ferguson côte à côte au pied de la statue en souvenir de la transaction. Et c'est ainsi que le mystère fut brisé. Méfiez-vous. Méfiez-vous de la précipitation. Elle est la cause de tant de gâchis. C'est une erreur fréquente. C'est même la pire de toutes les erreurs. Attendez plutôt que je sois mort pour divulguer mes secrets. Cela vous rapportera nettement plus. La mort, en général, suscite 2 choses, la nostalgie et la compassion. Tous les méchants deviennent des héros dès qu'ils périssent. La foule aime les drames, et puis ils ont toujours cette incroyable capacité de déplorer leur bourreau déchu. Autrement, comment expliquez-vous que le commerce des souvenirs nazis soit inlassablement florissant? En 2012, dans une maison aux enchères à New York, 2 feuillets de texte écrits par Albert Speer, le ministre de l'armement du Reich pendant son procès à Nuremberg en 1945, ont atteint $10 000. Quelques brouillons de la main de Josef Mengele, le bourreau d'Auschwitz, pendant son exil en Amérique latine, ont même été vendus à $300 000. Moi, j'appelle œuvre ce que vous appelez manœuvre. Les carnets d'Adolf Hitler en sont la preuve. Parution des premiers extraits dans le journal allemand Stern le 28 avril 1983, 1,8 million d'exemplaires vendus comme des petits pains. Paris Match alla même jusqu'à racheter les droits. Voilà de quoi tenir le monde en haleine. Konrad Kujau. Lui, il avait la patience et l'audace qui vous font si cruellement défaut. Durant ces longues années de spécialisation dans la reproduction de fausses reliques nazies, il prit soin d'amasser plus de 500 livres sur Adolf Hitler. Il apprit à recopier soigneusement l'écriture du Führer et, par souci de perfection, il alla même jusqu'à récupérer des carnets d'écoliers en Allemagne de l'Est, où un avion transportant le matériel privé du Führer s'était écrasé. Un détail important, il prit soin de tordre les carnets d'écoliers dans tous les sens pour leur donner un aspect réel. Et ensuite, il consacra 3 années entières, à la rédaction de 62 faux carnets intimes du dictateur. Entre scoop et scandale, le gain est un dénominateur commun. La différence se situe au niveau de la mauvaise foi. Y a-t-il plus méchant que ceux qui s'empressent de croire uniquement ce qui les arrange? Nous ne sommes pas si méchants que cela. Et certaines gens comme vous nous doivent plus d'un faux succès.
Les grands singes vivent en Afrique. Il en existe aussi en Europe, dans des zoos, sinon au cirque. Les plus infortunés, quant à eux, se retrouvent dans des laboratoires. Les grands singes vivent dans des groupes multimâles, multifemelles, qui se forment et se déforment continuellement en fusion-fission, en fonction, bien évidemment, des conflits d'intérêts. Les mâles d'un même groupe ont entre eux des liens sociaux très étroits. Ils passent la plus grande partie de la journée ensemble à faire des activités communes que je vous laisse le soin de vous imaginer. En général, les mâles ne quittent pas leur groupe d'origine, c'est-à-dire qu'ils sont tous pères, fils, oncles, neveux, grands-pères, cousins, etc. Cela, cependant, ne les empêche pas d'être fortement hiérarchisés. Celui qui occupe la place suprême s'appelle comment? Non pas chef, mais mâle alpha. Oui, c'est ainsi qu'on appelle le chef chez les grands singes. Cette position, en général, dépend de nombreux facteurs. Je suis très certain que vous les ignorez, moi aussi d'ailleurs. Enfin, non. Moi, je suis persuadé que c'est par fatalité. D'ailleurs, cette position, on ne la conserve jamais pour la vie. Tôt ou tard, viendra un moment où un autre, mâle plus jeune ou disposant de plus d'alliés, viendra la revendiquer. Les femelles, chez cette espèce, ont entre elles beaucoup moins de liens sociaux que les mâles. Elles sont principalement dévouées à s'occuper de leur progéniture. Elles cherchent beaucoup moins à imposer leur volonté ou leur présence et sont capables plus facilement de se retirer si la situation ne leur est pas favorable. Plus patientes, plus symbiotiques, elles sont habituées à commander d'une voix douce plutôt que d'une voix autoritaire et elles sont aussi meilleures que les mâles pour décoder le sens des messages non verbaux. Si un mâle agresse une femelle, ou s'il essaye de se nourrir avant elle, toutes les autres viendront pour la défendre. Une chose étrange, les relations entre mâles et femelles adultes, elles sont très complexes. En effet, le comportement social d'un mâle adulte semble être directement lié au nombre d'occasions de s'accoupler qu'il peut avoir. Quand un mâle quitte son groupe d'origine, il vivra seul jusqu'à ce qu'il puisse attirer des femelles vers lui. Il utilisera donc diverses stratégies, toutes les stratégies imaginables. Il ira même jusqu'à inventer des stratégies tout à fait nouvelles, rien que des stratégies pour attirer des femelles vers lui. Si un mâle ou un groupe composé d'un mâle et d'une femelle rencontre un groupe similaire, la concurrence peut être féroce. Les mâles effectuent alors des parades agressives pour attirer de nouvelles recrues et c'est à ce moment-là qu'ils se martèlent la poitrine. Maintenir l'ordre. Voilà un enjeu crucial dans la société des grands singes. En effet, les grands singes sont assez querelleurs. On a recensé pas moins de 438 types de conflits différents, dont 69 avaient besoin d'une médiation, soit un taux d'interventionnisme de 15,75%, ce qui explique l'état policier au sein de la société des grands singes. La police, directement subordonnée au mâle alpha, en général intervient de façon impartiale selon 3 stratégies. La première étant plutôt passive, la police s'approche suffisamment des lieux de la scène pour mettre fin au conflit par sa simple présence. La deuxième, la police menace simultanément les 2 adversaires. La troisième, la police s'interpose physiquement entre les protagonistes. Sur ces 69 conflits, 60 seulement sont couronnés de succès en mettant fin au conflit. Par contre, le taux d'efficacité montera jusqu'à 100% dans les 9 cas où le mâle alpha intervient lui-même. Dans tous les autres cas, mâles et femelles de haut rang se partagent le maintien de l'ordre, un comportement qui trahit un intérêt véritable chez les grands singes pour la stabilité du groupe. Une question qui se pose dès lors: qu'est-ce qui se cache derrière cette obsession de stabilité du groupe? S'agit-il pour les grands singes situés en haut de l'échelle sociale de conserver leur statut par la paix de la communauté? Absolument, me direz-vous, absolument. Il ne s'agit là que d'une prise d'intérêt indirecte. Sauf que ce que vous avez du mal à croire, ou ce que vous refusez de croire, c'est que cette obsession de faire la police constitue un de ces comportements altruistes les mieux ancrés chez les grands singes et qui participe au bien-être de tout le groupe. Un comportement motivé uniquement, et je dis bien uniquement, par un intérêt véritable chez les grands singes de résoudre les problèmes des autres. Et oui,
Les grands singes dérangent. Ils vous dérangent parce qu'ils sont comme vous, parce qu'ils ont le même sale caractère que vous. Hypocrites, opportunistes comme vous, pour conquérir un réseau ou acquérir des privilèges, ils sont prêts à tout. Servitude, agression, menaces, épouillage. Comme vous, ils ont un côté démoniaque et cruel. Une femelle peut très bien tuer les petits d'une autre femelle pour l'empêcher de grimper sur l'échelle sociale. Comme vous, ils connaissent la crise de la quarantaine. Animés par un plaisir des goûts et par l'appétit, la découverte de nourriture provoque chez eux une grande excitation, voire des prises de bec ou même des agressions. Ils aiment jouir comme vous. Ils s'adonnent à la masturbation en tapant sur des troncs selon des rythmes très construits qui durent exactement 17 secondes, le temps du coït. Ils anticipent le futur comme vous. Ils sont capables d'assimiler des structures de langage élaborées comme vous. Ils combinent les signes, créent une grammaire, inventent de nouveaux signes. Ils ont conscience d'eux-mêmes comme vous. Ils se reconnaissent dans le miroir comme vous. Esthètes comme vous. Ils ont un sens de la beauté. Ils prennent soin de tracer avec leurs excréments les traces de leurs mains sur les murs à l'entrée de leur maison. Et oui, les grands singes dérangent. Ils vous dérangent surtout parce qu'ils prônent les mêmes valeurs que vous, fraternité, égalité, partage. Ils vous dérangent parce qu'ils agissent comme vous, selon une morale, selon une tradition, parce qu'ils connaissent les mêmes tabous que vous, le viol, l'inceste, parce qu'ils sont tendres comme vous, ils s'embrassent, ils s'épouillent, ils se font des massages, ils se tombent littéralement dans les bras l'un de l'autre en poussant des cris de joie. Comme vous, ils connaissent le deuil, le chagrin. Ils observent un rituel funèbre, comme vous, si l'un d'entre eux disparaît. Plus attentionnés que vous-même, ils prendront soin de mâcher la nourriture pour leurs vieux édentés et de nourrir ceux qui ont perdu l'usage de leurs mains. Ils ont de l'humour, comme vous. Ils font des blagues, même des meilleures que vous. Et enfin, tous se soumettent à une loi suprême, tous sans exception, même le mâle alpha. Et non, ce n'est pas la loi du plus fort, mais c'est une loi transversale qui permet à toute l'espèce de survivre. Alors, pourquoi leur refuseriez-vous les mêmes droits qu'à vous-même? Il était une fois une race qui s'appelait les grands singes. La mode étant à la Révolution, elle décida de se soulever contre la race des hommes, de monter tout en haut de l'échelle des créatures et d'obtenir le statut juridique et moral de personnes bénéficiant des droits élémentaires au même titre que vous, les hommes. Protection de la liberté individuelle, droit de vivre, prohibition de la torture. Accepteriez-vous d'être renversé par des grands singes? Accepteriez-vous qu'ils aient les mêmes droits que vous? Qu'ils rivalisent désormais avec vous? Qu'ils parlent à votre place? Que eux parlent et vous ne parliez pas? Qu'ils vous insultent et que vous ne ripostiez pas? Même si vous l'acceptiez. Il n'en est pas question pour moi, parce que moi, jamais je n'accepterai d'être égal à mon peuple. La Révolution, c'est ainsi qu'en nous singeant que les singes eurent la parole. Et moi, j'ai décidé de ne plus jamais la leur couper. Fut-elle digression incessante et harassante.
J'accuse. J'accuse d'abus, d'autorité, de prétention. Un peuple dépensier en parole, avare en acte. Peuple de cons, celui qui s'indigne ne crie pas, mais réfléchit pour agir. J'accuse d'ignominie, un peuple qui se croit supérieur aux autres et qui aspire à dominer le monde. Pas de défaut, c'est vrai, mais toutes les qualités te font défaut. J'accuse de flagrant délit de partialité un peuple qui me reproche les fautes qu'il a, un peuple qui est plutôt prêt à mourir que de se dessaisir de ses biens. J'accuse de calomnie et d'injure un peuple qui, à défaut d'un argument politique, mélange vie publique et vie privée. Tu ne diras jamais autant de mal de moi que je penserais de toi si je pensais à toi. J'accuse de plagiat un peuple qui récite par cœur des slogans qu'il n'a pas écrits et qui en fait toute sa biographie. J'accuse de manipulation sadomasochiste un peuple qui n'a d'amour que pour les êtres et les choses qu'il a anéantis et qui n'éprouve autant de jouissance que dans la nostalgie. J'accuse d'inculture et de mensonge un peuple de pseudo-révolutionnaires, dont rares sont ceux qui ont lu les justes et les mains sales, et dont nul n'est en mesure de produire une œuvre de cette qualité. Et je refuse absolument d'entendre ce que peut penser de mon talent un peuple qui n'en a pas. J'accuse de corruption et d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État un peuple. Un peuple qui ne discerne plus démocratie et médiocratie, qui monte une résistance comme on monte un reality show, qui confond manifeste et sermon. Un peu de logique que diable. On ne combat pas l'ennemi avec des statuts Facebook. J'accuse d'injustice et de discrimination un peuple qui n'a pas honte de se faire nourrir par les femmes, mais qui fait de leur égalité tout un dilemme. J'accuse de barbarie un peuple qui sacrifie sa jeunesse au profit d'un éventuel changement sans garantie et qui, si les temps se font durs, mange sa progéniture. J'accuse de haute trahison un peuple à qui on a donné une patrie et il nous reproche que ce ne soit pas le paradis. J'accuse de vol et de détournement de biens un peuple qui prend dans la poche d'autrui ce qu'il n'a pas. J'accuse de manœuvres frauduleuses un peuple qui ne produit plus d'histoire, mais qui se contente d'importer des reproductions contrefaites chez ses voisins. Et enfin, j'accuse de faute de goût et d'insolence un peuple qui critique les longueurs d'une pièce de théâtre qui dure à peine 2 heures. Ce même peuple qui a consenti à jouer le rôle de la victime dans une tragédie pourrie qui a duré 23 ans, sans remuer ses lèvres devant son dictateur.
à vendre ou à louer pour une longue durée un pays en construction, ville spacieuse, lieu stratégique, vue sur mer. Les islamistes et les droits de la femme. Le mari à la femme, si tu ne me dis pas le nombre exact des graines qu'il y a dans cette grenade, je te répudie 3 fois. SOS, peuple au sud à la recherche d'un vrai dictateur, curieux s'abstenir. Dégoupillons la grenade. Le peuple est fait pour tirer le char de l'empereur. Un carrosse de légumes n'a jamais inversé l'histoire. Le seul festin auquel les foules seraient conviées, c'est celui des grenades. Enlevez-moi ce siège. Ceci n'est pas une confession calculée. Je me dois de vous dire ceci. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'était de devenir accessible. Il est temps de prendre le chemin inverse. Jésus, tu avais raison. À quoi ça sert de gagner le monde si on se perd soi-même? L'être humain naît avec quelques vertus, mais tout au long de sa vie, il n'amasse que les vices. J'ai beaucoup parlé, mais trop peu dit. Il est temps que je me taise, disent certains, moi qui ai beaucoup parlé. Souvent, la parole ne m'appartenait pas. J'étais un simple lecteur. Rien à dire. D'ailleurs, je n'ai jamais rien dit, c'était toujours les autres qui parlaient à ma place. Moi, je n'avais droit qu'à une lecture, une simple lecture, une performance orale. Tout dictateur connaît les mêmes temps de la parole. D'abord, on parle à sa place, ensuite, quand on lui parle, personne d'autre ne parle, et enfin, tout le monde parle, mais lui ne dit rien. Ce qui m'arrive, je ne le mérite pas. Je ne l'ai jamais réclamé. J'étais dictateur à défaut d'une résistance. Une aventure dont je me serais volontairement passé. Je ne vous dois aucune excuse. Plutôt meuble que peuple, vous avez très vite cédé à la convention que vous pouviez dire ce que vous vouliez, et moi je faisais ce que je voulais. Et personne n'a osé contester. Ce n'est donc pas à moi qu'il faut en vouloir, mais à vous-même avant tout. Enfermés comme vous l'étiez toujours dans vos jolies maisons, prison, au store tout le temps baissé face à la perception de la misère, qui pourtant n'habite pas loin de chez vous. Moi, j'ai vécu au sommet d'une tour d'aveugle. Un dictateur. N'est-ce pas un démocrate qui a mal tourné? Qui en est responsable? L'aigle qui plane doit avoir près de lui le serpent qui rampe. Coupable? Coupable de moi-même, c'est tout. Comme il y a des aveugles nés, des bâtards nés, des criminels nés, il y a aussi des leaders nés. La plupart des gens, dès qu'ils sont au pouvoir, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils perdent leur équilibre et ils deviennent burlesques. Moi, au contraire, je suis un leader né. Il faut que je commande pour être moi-même.
Peuple, tu me reproches à tort d'être ton bourreau, comme l'auteur qui ne se gênera pas pour mettre les fautes du livre sur le dos de l'imprimeur, comme le metteur en scène qui ne se gênera pas pour mettre les excès du jeu sur le dos de l'acteur, comme l'acteur qui ne se gênera pas pour mettre ses problèmes de texte sur le dos de l'auteur. Lâches! Vous êtes des lâches! Vous ne voulez pas vous l'avouer, mais vous êtes des lâches. Vous transmettez la lâcheté en exclusivité d'une génération à l'autre et vous en êtes fiers. Vous êtes des lâches, vous jouez de la lâcheté comme d'autres jouent de la... Moi, par contre, je suis un radical. Je suis un radical et je suis fier de l'être. Moi, j'ai le goût irréductible du pouvoir et vous avez la nonchalance de la soumission. Et si je reviens au pouvoir très bientôt, vous serez tous couchés devant moi, ayant enfin compris que c'est moi qui avais raison. Ce qui vous arrive, vous le méritez. Moi, je vous avais proposé des réformes, vous avez préféré une révolution. Vous avez voulu aller plus vite que l'histoire. Vous vous êtes précipité, comme à votre habitude, victime d'une euphorie éphémère. Et voilà que je vois les slogans qu'on me brandissait avec fierté, recyclés, broyés, sous les sabots vulgaires des arrivistes. Qui en est responsable? Une révolution qui se heurte à des aboliques finira inéluctablement dans les griffes de l'oppression. Bien sûr, il est beaucoup plus facile de limer ses dents que d'élimer des idées. Le savoir à l'envers est toujours préférable à l'ignorance à l'endroit. Le progrès de l'antiprogrès, voilà ce que votre révolution a enfanté. Et ce bâtard me hante jusque dans mon exil. Il n'y a pas de compromis, l'entendez-vous? Il n'y a que des décisions que seul un César, un radical peut prendre. Vous ne cessez de commettre les mêmes erreurs, toujours ce même entêtement, toujours ce déficit d'autocritique, toujours cette perte du sens des priorités. Il ne faut pas croire en des miracles quand on a brûlé consentant les étapes historiques, quand on n'a pas pris soin de faire coïncider le désir de révolution avec les conditions objectives à la lutte. Peuple d'ignorants, mais révisez vos classiques. Les Grecs appelaient cela le kairos, le temps de l'occasion opportune. Hegel parlait de la fusion entre l'esprit subjectif et l'esprit objectif. Une révolution, ça passe avant tout par le discernement 1, 2, la conception et 3. L'action 1, 2, 3, et non pas 1, 3 ou 2, 3, ou comme vous le faites 3, 3, 3, 3, 3. Vous avez eu ce que vous méritez. N'est-ce pas ce que vous avez voulu? Pitié, pitié. Cessez donc de vous plaindre sous prétexte que vous êtes contrarié par la fatalité. Mais assumez vos choix. Ne rêviez-vous pas de démocratie? Eh bien voilà, on vous l'a donné. Vous vous attendiez à quoi? À plus de liberté, plus de dignité, plus d'égalité? C'est que vous vous êtes trompé des dénominations alors. La démocratie, ce n'est pas une salle d'attente annexe au paradis. Annexe à l'enfer, si. L'enfer, c'est vous, pauvres conservateurs,
qui se cache sous un vernis de modernité, fausse conscience utilitariste, misérables apprentis faustiens qui simulent la voix des anges. Vous vous êtes inscrit pour aller voter? C'est très bien, ça. Vous êtes même allé voter. Mais c'est formidable. Pour qui avez-vous donc voté? Ah oui, bien sûr, le candidat des pauvres. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Par votre ferveur, vous avez contribué à la rédaction de l'acte de naissance du nouveau dictateur. Pauvre patrie, on t'a donné pour si peu à un époux anachronique. Il entend gouverner le XXIe siècle avec des idées remontant au XVe. Je ne vous ai jamais compris. Étrange peuple qui a voulu aller plus vite que l'histoire, et le voilà qui se retrouve à faire marche arrière et qui risque de rester en dehors. Pauvre patrie, quand j'étais ton amant, personne n'osait abuser de toi. Maintenant que je suis loin de toi, te voilà contrainte à assouvir les fantasmes les plus vicieux du moins pieux des saints. L'usurpateur, le délégué de Dieu en serviteur de l'État. La religion, rien de plus facile pour faire main basse sur le peuple. Pas au niveau. Ton peuple, pauvre patrie, n'est pas au niveau. Un, c'est un mauvais joueur. Deux, c'est un mauvais joueur qui s'ignore. Il t'offre des fleurs plastiques en chantant le printemps. Aveugles sont les foules, sourds ses représentants, une élite boiteuse, une gauche bornée par son obsession de visibilité, par sa rage de faire entrer la clandestinité dans la lumière. La révolution survit à ses militants, mais pas à ses dérapages. La terreur s'installe, la terreur vous poursuit. Vous êtes plus rapide, pour l'instant. Et voilà l'usurpateur, maquillé d'un sourire hypocrite, qui montre ses nouvelles dents blanches comme le lait, et qui déclare « Je suis l'État ». La prière devient hymne national. Les extrémistes ont un kyste à la place du cœur. Ils reboutonnent l'histoire à l'envers, pratiquent l'excision des esprits rebelles, l'ablation du libre désir, la castration des partisans de la vie. Rien de plus simple que la mise en œuvre du désespoir collectif. Une tombe avant la tombe. Voilà ce que les révolutions arabes réservent à leurs opposants. Pauvre patrie, si loin de Dieu, si proche de l'abîme. Tu pensais qu'un simple soulèvement pouvait changer ton destin? Tu croyais que l'histoire comptait des exceptions, que certains avaient plutôt droit au bonheur qu'au malheur.
pauvre patrie. Réveille-toi. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Essayez. Regardez autour de vous. Le constat est effrayant. À combien de dictateurs avez-vous affaire au quotidien? Vous êtes tous des dictateurs potentiels. Montez sur une chaise et vous vous en rendrez compte. Tout n'est que manipulation. Soit vous devenez chef, soit vous serez à son service. Tout le monde veut devenir chef. Posez la question aux enfants. Demandez-leur ce qu'ils veulent devenir quand ils seront grands. Tous vous répondront chef. Chef d'orchestre, chef d'entreprise, chef de la police. Les moins ambitieux, quant à eux, se contenteront peut-être de chef cuisinier, chef chantier. Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir chef de gang. Et puis, quand j'ai grandi, je me suis retrouvé chef d'État. Le vrai héros, ce n'est pas toi. Toi, tu as choisi la sortie la plus facile, échapper à ton destin par la mort. Et me voilà affrontant le mien. Après presque 50 ans de bons et loyaux services, me voilà réduit au chômage, condamné à mort par contumace et contraint de vivre et de mourir en exil. Qu'est-ce qui t'attend pour sortir de ton silence? Ah oui, j'oubliais, excuse-moi, oui, j'oubliais, bien sûr, c'est vrai. Toi, tu n'as jamais ouvert la bouche et tu ne l'ouvriras point. Elles sont inutiles, aux attaques verbales maintenant que je ne suis plus au pouvoir. Trop tard, mon peuple, trop tard. Tu as appris l'usage des mots trop tard, de la langue, des paroles. Toi, tu ne connais que l'excès, le silence ou la cacophonie. Les nuances ne font pas partie de ton répertoire. Éternellement t'es enchaîné dans la peau de la victime. Toi, tu te contentes de faire un brouillon de carrière. Toi, tu n'excelles que dans la tragédie. Le langage a horreur des bavards. Regardez-moi cette foule, redressée tout d'un coup après 23 ans de sommeil. Hier encore, le peuple c'était comme un môme, toujours couché, un peuple qui ne tenait pas debout. Les insultes du présent ne redressent pas les courbettes du passé. Peuple traître, je réclame ton procès. Ça vous a plu? Mon petit coup de théâtre à la British, hein? Le héros redouté qui déguerpit, abandonnant sa putain de patrie. Et oui, ce que vous n'avez jamais compris, c'est que moi, je préfère toujours avoir une sale réputation plutôt qu'aucune. Je n'aime pas Dieu, parce que je n'aime pas la concurrence. Je veux qu'on me vénère seul, moi seul. Pas de regret, non, aucun regret, je n'ai aucun regret. Si je n'avais pas été dictateur, j'aurais été prophète. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Et puis, ça m'aurait même rapporté beaucoup d'avantages. Toi, là-bas, dans le coin, sur les places pas chères, là. Le petit, oui, le maigre, là, qui n'est pas beau avec les grosses lunettes et les mauvaises dents. À qui on n'a jamais rien donné. Toi, tu vas m'applaudir à la fin. Si, je te garantis que tu vas m'applaudir. Si, parce que tu dois te convaincre que tu as passé une bonne soirée. Ce serait quand même trop dommage. Ce serait trop dommage que ton argent te donne une insatisfaction. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La partie n'est pas terminée. J'ai perdu le manche, c'est tout. Une erreur, sans doute, oui. Un crime? Non. Une faute? Même pas. Le dictateur n'a pas tort.
Le dictateur n'a pas tort. Règle 1, le dictateur n'a pas tort. Règle 2, si jamais le dictateur avait tort, appliquez règle 1, le dictateur n'a pas tort. L'argent. L'argent. L'argent ne m'a jamais intéressé. L'argent, je m'en fous de l'argent. L'argent ne m'a jamais intéressé. Le pouvoir, si. Peuple de cons. La révolution ne rend pas riche. Quand l'aurez-vous assimilé? Et qu'attendez-vous pour manger vos riches? Moi, quand j'étais au pouvoir, je me régalais de riches exclusivement, pas comme vos nouveaux petits usurpateurs qui n'en bavent que pour la peau flétrie des pauvres. Pauvres victimes de la pauvreté. La plaie d'argent, certes, n'est pas mortelle, mais elle ne se refermera jamais. Comme le feu flambe, le présent flambera toujours, et c'est lui qui t'a tué. Moi, je n'y suis pour rien dans ton immolation, peuple de cons. Certaines choses sont éternelles, aucune révolution ne peut rien y changer. Puis ce n'est pas de ma faute quand même. Si l'inégalité, l'injustice, la pauvreté, la maladie, la mort existent, vous êtes enflammés pour un changement impossible. Personne ne pourra jamais changer l'ordre du monde. Toujours, il y aura des riches et des pauvres, des oppresseurs et des opprimés, des chanceux et des malchanceux. Toujours, il y aura de la pauvreté, de l'inégalité, de l'injustice. Maladie, mort existeront toujours, de la fatalité. La vie, ce n'est qu'une longue déchéance. Voilà qu'un peuple s'est révolté. Mais la révolution humaine reste à faire. Canto per mamma mia, es Menteur. Je suis un menteur. Je mens si je dis que tu ne me manques pas, tendre patrie. M'aimes-tu toujours? Moi, je t'aime toujours. Je rêve de te revoir, de mourir à tes pieds. Quand je t'avais, je ne mesurais pas le bonheur que tu me donnais. Mais maintenant que je suis loin de toi, privé de toucher ton sol, de respirer ton air et tes parfums, maintenant que je subis ta colère, maintenant je sais qu'un homme est solitaire quand il n'a plus sa patrie. Malheureux celui qui a taillé ses branches, mais a oublié d'arroser la terre qui abrite les racines. Perdre un être cher est un mal incurable. Perdre sa patrie est un mal radical. Oublier. J'aimerais tant oublier. Effacer tous ces souvenirs. Rayer tout ce volet des ramifications de la mémoire. Recommencer. Une seconde chance. J'exige une seconde chance. Une première vie pour apprendre à vivre, une deuxième pour vivre. On va rentrer. Viens. Nous allons rentrer. Viens. On va rentrer. On va rentrer. On va rentrer. Où
Où est mon uniforme militaire? J'exige qu'on m'apporte mon uniforme militaire. On va rentrer. Mon uniforme militaire! On va rentrer. On va rentrer. Et ensuite, qu'il m'enterre vivant dans mon uniforme. Je veux mon uniforme! On enterre l'uniforme seul, alors. Serment d'un ex-dictateur. Je jure par ma patrie que je n'ai pas trahi et que je ne servirai plus, que je pardonne à mon peuple. Je n'avais rien contre lui et pourtant j'étais son ennemi. Maintenant, je lui dis merci. Merci, tu m'as sauvé la vie. Le pouvoir, je n'en veux plus. Le pouvoir, c'est abominable. C'est maudit. Il demande de vous des qualités extraordinaires, avoir de l'audace, de la vaillance, de l'humilité, de la transparence, du charisme, de la patience, peu de fréquentation, beaucoup d'exposition, zéro confiance, 100% discrétion. Vous ne vivez qu'en fonction du que va-t-on dire. Vous n'avez pas le droit aux vacances ni à la maladie. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas le moment d'aller faire pipi. En négligeant ainsi que moi aussi je baise, des fois, et je chie. Je jure par ma patrie que je n'ai pas trahi et que je ne servirai plus, et que je me réjouirai de ma destitution aussi longtemps que je vivrai. L'homme ne s'épanouit que dans les ruines. C'est l'ère de la décadence. Démolir, voilà la seule réelle occupation de ce monde, et pourtant on ne cesse de nous accabler avec des discours indécents sur les valeurs du travail, de la solidarité en particulier. Mais les discours, on s'en fout. Les discours, ça n'a jamais construit un avenir. Les grandes défaites, si. Enfin, je suis un enfant de mon siècle et je chante l'ultime éloge de la défaite. Nous sommes les cavaliers de l'Apocalypse. Nous glorifions l'échec plus que toute autre chose au monde. L'échec, c'est notre seul maître, notre Seigneur suprême. Nous voulons nous faire dévaloriser, nous délester de toute qualité acquise ou attribuée, de tout bien, de toute richesse, de tout savoir, de toute morale. Nous sommes des destructeurs et nous n'avons que du mépris pour ceux de nos camarades qui ont réussi. Quoi de plus facile que d'être un homme à succès? Nous jouissons de nos débandades comme les cannibales jouissent du sang, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle. Nous sommes des perdants. Appelez-nous les perdants. Rassemblons-nous tous derrière moi, dans mon nouveau parti politique. Les perdants.